Bienvenue, Saladin Abira. Merci Rachid, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement politique MAN, ce qui veut dire ensemble, c'est ça? Exactement. Donc on va débattre de beaucoup de choses, y compris de votre mouvement, de ce projet de loi cadre qui concerne la réforme du système éducatif, aussi tout ce qui concerne en fait notre pays, son avenir, le développement économique, le développement social, les enjeux sociétaux également, et pour voir un petit peu le point de vue de votre mouvement politique. Mais on va commencer par votre mouvement politique, MAN. Ensemble pour faire quoi? Ensemble pour justement avoir de l'impact sur tous ces enjeux majeurs pour notre pays que vous avez cités aujourd'hui, qui je pense qu'on est à une période charnière de l'histoire du Maroc parce que depuis des années, donc, on vend aux Marocains l'espoir de devenir un pays émergent, de devenir un pays en développement, et ça tarde à venir. On a beaucoup d'enjeux aujourd'hui de transition économique, politique, et je pense qu'aujourd'hui, l'offre politique existante, nous pensons, n'arrive pas à mener rapidement. C'est-à-dire que vous considérez, Saladin Abira, que vous allez faire beaucoup mieux que les partis politiques traditionnels, les 35 partis, ce que vous êtes en train de dire. Non, en fait, pas question. Eux n'ont pas réussi à faire ou ne font pas bien. On veut passer du cap du spectateur au cap de l'acteur. En prenant vos responsabilités. Exactement. Mais sans avoir la garantie, sans donner la garantie aux citoyens marocains que vous allez réussir. Bien sûr, on comprend, il y a un écosystème global qui, des fois, bien sûr, contrôle l'action même des partis politiques. D'ailleurs, quand vous voyez la feuille politique de Ma'an, on commence par 2 points principaux. L'émancipation, l'empowerment politique du Marocain. D'abord, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les élections ne sont pas représentatives avec les seuils de participation actuels. C'est-à-dire renforcer la citoyenneté politique et la responsabilité des citoyens et aussi l'empowerment économique. Mais MAN aujourd'hui, c'est un mouvement politique, on est bien d'accord ? C'est pas encore un parti politique. C'est un mouvement politique et devenir... Même, on se pose une question, est-ce que le cadre de parti, parce que quand on voit même... partout dans le monde, aujourd'hui, les partis ne sont plus séduisants parce que leur organisation... Il faut qu'ils se réinventent et tout. Exactement, il faut qu'ils se réinventent. En attendant, nous, on a choisi l'option de mouvement parce qu'on n'a pas d'échéance ou on n'a pas d'agenda particulier. Donc, d'abord, on veut travailler. C'est-à-dire, c'est pas créer un mouvement au mois de mars, parce que ça fait 3 mois que vous l'avez créé. Exactement. 3-4 mois, c'est ça, pour te transformer en parti politique en 2021. Cette question-là, on la diffère. Pourquoi ? C'est pas que l'envie est là pour participer, comme j'ai dit, c'est d'abord ça. Mais on se dit, on ne décrète pas de devenir parti. Quand je dis parti, dans le sens de pouvoir avoir un mandat des citoyens. C'est-à-dire que d'abord, travailler, imposer et installer Ma'an, ouvrir des antennes, travailler en proximité avec les citoyens. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous avez tenu des réunions à Tanger la semaine dernière. Exactement. Travailler d'abord. Mais vous rencontrez. Comment vous êtes organisé en fait? Parce que vous êtes un mouvement, vous n'êtes pas un parti. C'est bien ça? Exactement. Alors, donc, quelque part, vous êtes sous un format associatif. Alors, Ma'an, exactement, parce qu'aujourd'hui, on le sait, au Maroc, il y a soit le statut d'association, qui est possible aujourd'hui, le statut de parti politique, qui est encore plus compliqué. Mais au-delà de la complexité juridique de pouvoir constituer un parti, on avait fait des études, c'est qu'aujourd'hui, un parti, ça ne parle plus aux Marocains, parce qu'il est assimilé à toute l'expérience politique récente du Maroc, et avec toute son efficacité. Un mouvement, c'est mieux? Un mouvement, c'est plus libre, parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez nous-mêmes, pas mal de membres, et on l'avait même essayé dans d'autres expériences associatives, c'est qu'à un certain moment, moi et d'autres personnes, on a œuvré pour intéresser les Marocains à la politique, de sorte à ce qu'ils aillent dans des partis exercer la politique. Donc, et on a vu que ce réceptacle-là n'était pas accueillant. Ça n'a pas marché, ça? Ça n'a pas marché. Donc, pas mal de jeunes qu'on avait formés, qu'on avait initiés, qui se sont bien préparés pourtant. Et quand ils sont arrivés à des partis politiques, ça les a dégoûtés. Donc, on s'est dit à un moment, il faut passer à autre chose et créer ce réceptacle-là. Et donc, le choix du mouvement, c'est quelque chose de plus libre. Un mouvement, c'est l'action. C'est l'action. Quelque chose de vivant. Et même aujourd'hui, si je peux la simplifier, c'est un cadre, en fait. C'est un cadre, c'est un véhicule qui permettrait de faire émerger de leadership intermédiaire qui sont dans les quartiers, qui sont dans les campagnes, des gens qui travaillent réellement et qu'on ne voit pas et qui ne peuvent pas émerger dans un parti politique. Vous savez comment ça se fait dans les partis. Donc en fait, c'est quoi? C'est une espèce d'ascenseur, une espèce de sas pour permettre, voilà, révélateur de futurs talents politiques. Et d'idées, parce que la politique jusqu'à aujourd'hui, c'est d'abord penser en haut et imposer en bas. Et nous, on voudrait. Pourquoi ça marcherait avec vous? Parce que je sais qu'il y a eu des initiatives du même genre, un petit peu, qui ont déjà été menées et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, comme inciter les jeunes Marocains à aller voter. Je me souviens de l'initiative d'Abba 2007. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens. Pourquoi ça n'a pas marché avant et ça marchera avec vous? En fait... Qu'est-ce que vous avez à proposer de particulier pour que ça marche? Alors exactement. L'idée, c'est de ne pas se comparer avec d'autres. L'ABA 2007, c'était
contextuel, c'était Oui, mais bon, pour accompagner les élections. Moi, je pense que au vote, en tout cas. Moi, je pense que aujourd'hui, on est plus dans la démarche, installer une nouvelle démarche, et sans se mettre la pression, sans se fixer des échéances. Alors, comment on fait? On a notre position. Ça, on peut dire la composante politique du mouvement. On a sorti nos documents, donc ils sont consultables sur le site web, etc. Avec des prises de position. On a sorti déjà des propositions dans le contexte des assises de la fiscalité. On va en parler. Voilà, et on est en train de préparer d'autres documents. Et l'action locale. L'action locale, c'est là l'intérêt de Ma'an. Ma'an, ça veut dire que vous avez posé la question sur Tanger, sur Rabat et bientôt d'autres villes. C'est d'abord de mettre en place des centres d'empowerment au niveau local. Ces centres d'empowerment au niveau local. Les centres d'écoute? D'abord l'écoute, parce que c'est l'une des composantes de Ma'an, c'est l'estima, et donc c'est d'écouter, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte de remonter des propositions de solutions qui viennent d'en bas, pour pouvoir justement les porter, les défendre, et voire même si on arrive à les J'ai envie de vous dire, Saleh Nabira, d'ouvrir des centres d'écoute, c'est bien, mais... Il n'y a pas que ça. Ben non, c'est pas ça, c'est surtout que c'est pas suffisant. Exactement, il n'y a pas que ça. Écouter les doléances des citoyens, c'est pas dur. C'est juste le début. Pour pouvoir répondre, apporter les éléments de réponse aux doléances des citoyens, ça me paraît beaucoup plus compliqué. C'est juste le début. C'est aussi des laboratoires, ces centres-là donc de proximité, c'est des laboratoires aussi de pouvoir essayer des solutions, des pistes de solutions qu'on pourrait après leur réussite localement, pouvoir les démultiplier déjà et pouvoir dire, voilà, si avec nos petits moyens, on a réussi à adresser des problématiques comme le chômage, comme l'emploi à un niveau micro, ça peut, si demain les citoyens ne font confiance et si on y arrive... mais pour que les citoyens fassent confiance à l'année dernière, il faut apporter des garanties, me semble-t-il. Et ces garanties-là... Voilà, moi j'ai pas de travail, je suis au chômage, je suis ici dans le quartier défavorisé, puis moi aussi à la maison, on est 6 enfants, il y en a 4 qui n'ont pas d'activité, qu'est-ce que vous leur dites? Exactement. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça à Tanger ou à Rabat? Alors si tu me laisses le temps de développer c'est quoi le centre de proximité, on pourra justement comprendre la réponse à ces doléances-là. C'est-à-dire qu'on vient d'abord à travers le centre d'empowerment. L'objectif réellement, c'est d'être une plateforme ouvert à tous les citoyens, que ce soit un espace, il y a de la culture, il y a autre chose, il n'y a pas que les côtes. Après, on a commencé à penser certaines solutions. Je parle dans le cas du chômage, de l'emploi. Oui, par exemple pour les jeunes, parce qu'ils sont... Par exemple, nous, à Ma'an, on pense aujourd'hui que la problématique du chômage est mal adressée au niveau national. C'est-à-dire que faire un lien, une corrélation directe entre l'éducation et l'emploi, c'est une fausse piste. C'est une fausse piste parce qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers. On est dans l'ère de l'évolution rapide, de plus en plus rapide des métiers. Il y a plein de métiers qui demandent certaines compétences qu'on peut faire sur des formations très courtes. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de Kazan Airshore, il y a plein d'entreprises à qui on a donné toutes les garanties fiscales, tous les avantages et qui quittent parce qu'ils ne trouvent pas de compétences intermédiaires. À Ma'an, on peut prendre des jeunes au niveau local, mettre un dispositif de formation sur la base du bénévolat. Il y a plein de gens qui veulent contribuer et former. Assuré par les membres du mouvement Ma'an. Par les membres et d'autres, parce que Ma'an, il y a plusieurs statuts. Il y a les membres fondateurs, il y a aussi les sympathisants, il y a les experts. Un statut ou des gens qui veulent faire du pro bono, donner un peu de leur temps et qui vont former ces jeunes-là. Et je suis sûr que les former, c'est-à-dire les coacher? Les former carrément. Moi, je prends un métier, par exemple. Prenez quelqu'un qui a une licence en littérature. Ils sont en littérature, ils ont des difficultés d'insertion au Maroc, à part justement l'enseignement et tout ça. Un gars qui est capable de produire du contenu. Et si on le forme sur le métier de community manager, vous savez, un community manager qui est bon, en gérant 10 restaurants, 10 pages de restaurants, peut gagner 30-40 000 dirhams. Si on les forme sur ça, et bien sûr en faisant le relais auprès des entreprises, pour qu'ils puissent à la fin créer une sorte de convention tripartite entre certaines entreprises. En fait, vous voulez faire le job de l'État, quoi. Oh, mais c'est ça. Ce que l'État essaie de faire, mais vous êtes un mouvement. Ouais. Qui a 4 mois d'existence. Exactement. Vous n'avez pas, je pense... pas faire le job de l'État. En fait, il y a des modèles économiques, c'est de proposer des modèles économiques qui peuvent fonctionner différemment. Sur l'ensemble du territoire, comment vous pouvez arriver à mettre en place des espèces de connexions entre jeunes qui ont besoin de se former ou de se reformer et connectés au monde de l'entreprise sur l'ensemble du territoire? Je rappelle qu'il y a à peu près 3 millions de jeunes qui sont ni à l'école ni en formation, on appelle ça les NEET, qu'un jeune sur 4 en périphérie urbaine est au chômage, n'a pas d'activité. Donc, est-ce que vous êtes en capacité de relever ce challenge qui me paraît pharaonique? Oui, il est pharaonique, mais voilà, en fonction de nos moyens aussi, parce que c'est pour ça que je dis on ne s'impose pas d'échéance. Nous, c'est ça notre avantage, c'est qu'on n'a pas de... C'est votre philosophie, en fait. Exactement, c'est qu'on n'a pas, en fait, l'objectif, c'est pas d'arriver à une échéance, je sais pas, 2021-2026, c'est de travailler. C'est plus la démarche qui nous intéresse, c'est de créer des case studies, des petites expériences à niveau micro, et de dire que ça peut marcher. Et surtout, changer la façon de voir les choses, parce que on est souvent sur des modèles économiques qui permettent de fonctionner sans argent.
C'est qu'on n'a pas besoin d'argent. Le problème aujourd'hui, on n'a pas besoin d'argent. Il y a plein d'espace aujourd'hui. L'État a mis les moyens. Il y a Mais plein elle n'a pas besoin d'espace. d'argent aujourd'hui. Non, bien sûr qu'on a besoin d'argent, mais moi je parle que certaines expériences qui peuvent fonctionner sans le concours de l'État. Mais forcément, tout est question d'argent aussi. Aujourd'hui, le modèle de Ma'an, c'est un modèle qui est basé sur la contribution de ses membres, parce qu'on tient à notre C'est les indépendance. membres qui mettent au pot. Exactement, parce que Ils mettent pour combien au nous, pot l'argent Ils mettent- est c'est quoi, regardé c'est- avec beaucoup d'attention, parce Oui. qu'on veut garder notre indépendance. Oui. Et voilà, donc aujourd'hui, on a Il n'y a pas de choisi ce modèle. bienfaiteur, c'est que les membres. C'est les membres fondateurs de Ma'an et d'autres sympathisants. Donc, on fait un système de cotisation. Donc, et voilà, c'est de cotisation minime avec des statuts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne. C'est l'argent personnel. C'est de l'argent C'est pas personnel. de l'argent d'entreprise. C'est l'argent personnel. Et pourquoi, vous savez, cette histoire est très, très compliquée. Parce que quelqu'un qui vous donne de l'argent, il attend quelque chose en contrepartie. Donc, on est en train de. Ce qui est un peu logique, non? Hein Ce qui est un Oui, petit peu logique, exactement, exactement. Donc maintenant, voilà, donc aujourd'hui, on est dans un stade où on juge que Ma'an doit fonctionner avec ce mode-là. Il y a aussi des partis qui ont bien fonctionné avec ce mode-là, donc notamment le parti Vous êtes dans JD, voilà, donc qui ont Vous bien êtes fonctionné avec quelque ce part dans une mode. espèce de format d'économie solidaire au sein d'un mouvement politique. Exactement. Aujourd'hui, c'est un peu ça, sachant qu'il y a la composante politique qui est très importante avec les prises de position, avec pas mal de contributions dans tous les enjeux actuels et futurs de l'État. Donc, on réfléchit sur toutes les thématiques. Et en même temps, une action locale de proximité. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de regagner cette confiance. Parce que tout le monde propose des solutions, mais quand vous les proposez, vous limitez au stade de la proposition un peu théorique, etc. Tout le monde propose des solutions. On le voit. Vous voyez beaucoup de propositions? Non, moi, j'en vois pas beaucoup. Non, mais ça. Sur les grands sujets qui concernent le pays et son avenir, je vois pas de vraies propositions, solutions. Sur ça, tu as raison, parce que encore une fois, c'est ce qui fait que le mot parti, je l'ai dit en introduction, ne plaît pas beaucoup de citoyens, parce que malheureusement, il y a une vision très court-termiste. On va en parler. Ils pourraient voir aussi des membres de Ma'an comme Salah Nabira, ils pourraient les voir aussi comme des opportunistes qui sont en train de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre dans les centres d'écoute. Mais en fait, sachant qu'ils peuvent ce côté méfiant de se dire voilà, de toute façon Salah Nabira aussi, il prêche pour sa paroisse. Alors, parce que lui, il a envie de briller, de se retrouver, exactement. lui ou d'autres membres fondateurs du mouvement. Hein. Alors, juste pour te rassurer, Parce que l'histoire est là aussi. Donc, rassurer les auditeurs, oui. Salah Nabira, c'est opportuniste, il ne va pas attendre jusqu'à 42 ans à travailler, à militer pour que justement, je l'ai dit au départ, mon credo c'était de pousser des jeunes à intégrer les partis politiques parce qu'on ne voulait pas créer une énième structure, etc. Et quand on a vu que ça n'a pas trop abouti, on a choisi la voie la plus difficile. Parce que opportunisme, il y a plein de partis qui accueilleraient très très bien les membres fondateurs de Ma'an, qui pourraient même leur accorder une place privilégiée, mais on ne l'a pas fait, ce choix-là. Et je vous jure que pas mal de membres ont eu même des propositions, et on a tous refusé. Et quand on voit le parcours de Salah Nabira et des autres membres fondateurs, on voit que la motivation principale, c'est de créer un Maroc meilleur pour nos enfants. C'est ce qui nous motive. Est-ce que vous prenez aussi en considération, Salah Nabira, le fait qu'il faut être extrêmement prudent aussi quand on organise comme ça des réunions publiques, ce que vous avez fait à Tanger, je crois que c'était le vendredi dernier ou samedi dernier. Exactement. Ou à Rabat il y a à peu près 3 semaines, oui. le Ramadan. Est-ce qu'il faut être aussi conscient et faire preuve de responsabilité? C'est-à-dire parce que les gens, quand ils se déplacent, essentiellement des jeunes, pour s'exprimer, ça veut dire qu'ils s'ouvrent, ils disent des choses, ils ont des attentes aussi. Et parce que si j'ai bien compris, vous n'êtes pas là pour apporter des solutions et répondre aux attentes. En fait, donc, ne pas susciter l'espoir qui peut se virer en désespoir. C'est dans ce sens. Vous savez, moi déjà, je suis agréablement surpris des rencontres qu'on a menées à Rabat et il y a à Tanger. On a vu une jeunesse, mais très consciente, avec une bonne culture, une bonne connaissance des enjeux politiques du pays. Donc, c'était des discours de haut niveau, des fois qu'on ne rencontre pas même dans des débats au niveau en marge de conférences. Ça, c'est rassurant déjà. Dans cette jeunesse, il n'y a pas que la jeunesse désœuvrée, il y a aussi une jeunesse bien éduquée, bien instruite, qui a des positions, qui comprend les enjeux et qui les cerne. Nous, on y va avec un discours, c'est quoi? C'est une promesse d'espoir. Parce que finalement, Ma'an, c'est ça. Promesse d'espoir. Voilà, pas de promesse de solution. Voilà, c'est de l'espoir à travers, bien sûr, les solutions, les laboratoires de solutions qu'on est en train de mener à notre échelle, par nos moyens. Quand je parle d'école coopérative, c'est une solution d'espoir. Après, bien sûr, ça dépendra de la capacité de la mettre en œuvre. Donc, on essaie de recréer l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Quand on voit, avant, il y avait ceux qui immigraient clandestinement, c'était des gens qui n'avaient pas d'emploi. Aujourd'hui, on assiste à une hémorragie de cadres, des gens qui ont des conditions matérielles excellentes. Moi, j'ai un ami qui était directeur général d'une banque, qui avait tôt la voiture de service, il a quitté le Mali parce qu'il se sentait plus bien. Et ça vous embête? Oui, ça m'embête. Pourquoi ça vous embête? Parce que c'est ces jeunes-là qui doivent... C'est son choix de vie, non? Oui, c'est son choix de vie, mais quand ça devient le choix de vie de beaucoup de Marocains... C'est-à-dire beaucoup? Beaucoup, on le dit... Officiellement, on nous dit 600 ingénieurs
qui ont migré, c'est ça? Vous faites référence à ces fuites des cerveaux, mobilité de compétences, 600 sur 4000 Pas qui sont seulement formés chaque ça, année. mais pas seulement ça. Ou Tous les 300 gens médecins. qui aujourd'hui expriment ceux qui l'ont fait et ceux qui sont dans l'attente parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Tous ceux qui veulent immigrer ailleurs, au Canada et dans d'autres pays, c'est des gens qui se sentent mal et pas forcément qui n'ont pas les moyens de vivre dans ces pays parce qu'on arrive de plus en plus dans un pays, il n'y a pas que... la vie en communauté a besoin d'autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de culture dans le pays, il n'y a pas de cadre pour vivre. Quand on sort avec sa voiture, il n'y a pas de civisme. Il n'y a pas de civisme. Et c'est un peu dommage de voir, alors que les autres avancent, notre pays... Est-ce que vous pensez, Samia Benra, qu'il est facile de faire de la politique et d'exercer des responsabilités politiques? Ici ou ailleurs, hein, mais en tout cas chez nous, au Maroc. Bien sûr, est-ce que c'est simple et facile? Est-ce que la critique n'est pas plus facile, n'est pas plus simple que l'action concrète, que cette notion de responsabilité aussi? Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais que les partis politiques, forcément, s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que ils ont eu pas mal de freins qui ont empêché leur action. Moi, je le vis aujourd'hui, on le vit. Ça fait 1 an et demi qu'on porte un projet très simple et qu'on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des freins. Vous savez, le problème, moi, je le dis, je l'assume. Le problème aussi au Maroc, c'est aussi le manque de leadership. Le manque de leadership, la capacité de prendre des décisions, de les assumer et d'aller à l'encontre de lobbies qui peuvent s'opposer à ça. En tout cas, vous, juste pour revenir sur les fuites des cerveaux, vous déplorez le fait qu'il y a des cadres supérieurs, par exemple, qui quittent le Maroc pour partir sous d'autres cieux. Exactement, ça vous embête. parce que quand ils cherchent une école pour leurs enfants, ils ne trouvent pas. Et ils sont obligés de se saigner pour ça. Quand ils ont Donc ça veut dire que vous acceptez pas les règles du jeu de la mondialisation, le fait de dire aujourd'hui que le monde est le monde est un village et les différents pays sont des quartiers. Non, mais je ne sais pas, je vous pose la question. Rachid, on consomme des produits fabriqués ailleurs. Aujourd'hui, on apprend des langues aussi étrangères. Il faut être ouvert sur le monde. Et nous, on est en train de pleurnicher parce qu'on a des cadres qui ont décidé de quitter Casablanca pour rejoindre Orlando ou Paris ou Londres. Donc, non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème parce que expliquer les choses de manière simple comme vous le faites, encore faut-il que ça soit simple parce que c'est simple dans un sens. Aujourd'hui, un jeune Marocain, il faut accepter. Moi, je voudrais bien que des gens partent des diplômés. Il faudrait accepter aussi que des non-diplômés puissent accéder à ces pays-là. Aujourd'hui, c'est dans un sens, dans le sens qui arrange et qui les arrange, etc. Donc, moi, c'est ça ce qui me dérange. Mais c'est la compétitivité, c'est la performance. Mais c'est ça. Mais moi, ce que je suis en train de dénoncer, c'est que mon pays n'est pas compétitif à retenir ces jeunes talents. C'est ça, moi, ce que je dénonce. Moi, j'ai envie que mon pays soit compétitif, non seulement à retenir ces jeunes talents, mais aussi à attirer d'autres. Mais c'est ça la richesse. Donc, moi, c'est pas le fait qu'ils bougent qui me dérange. Le fait qu'on n'ait pas un pays attrayant, qu'on n'ait pas capacité de retenir. Voilà, c'est ça ce qui me dérange. C'est complètement voilà, j'ai baissé. Mais le fait que les gens migrent, ça a toujours existé depuis l'existence de l'humanité. Il y a des gens qui ont fait leurs études ailleurs et qui sont revenus dans leur pays, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des pays qui ne pleurent pas le fait d'avoir des compétences de leur pays s'exporter parce que aussi ça permet d'avoir un relais aussi à l'international, d'avoir des compétences marocaines qui s'expriment dans le domaine de la santé, dans le domaine des IT par exemple, à travers le monde. Et d'ailleurs, dans les deux sens, moi même par rapport à ceux qui viennent au Maroc, j'ai envie aussi qu'il y ait un transfert, que ça soit profitable au Maroc. Donc on ait les conditions à la fois de capter les meilleurs talents marocains, d'attirer les autres et aussi quand il y a des échanges qui soient aussi dans l'intérêt du pays, qu'il y ait un transfert de technologie, qu'on évolue, c'est ça la question. Voilà, c'est dans ce sens. Voilà, je voulais essayer, c'est justement on va glisser sur ce qui fait l'actualité aussi aujourd'hui. Le projet de loi concernant la réforme du système éducatif, je sais que Mahan a pris une position là-dessus, sur la réforme du système éducatif, donc la francisation, l'intégration en tout cas de langues internationales dans le système éducatif. Vous êtes à fond pour. C'est ce que j'ai vu et lu. Par rapport à ce projet de loi, moi je pense que la question aujourd'hui qui devrait être, c'est pas de voter ou pas voter, c'est de le revoir complètement. Moi je pense que c'est une loi déjà passéiste. C'est une loi passéiste qui ne se projette pas dans l'avenir. Et vous avez bien fait de citer cette problématique, c'est un faux débat aujourd'hui. C'est un faux débat pour la simple raison qu'il y a déjà des bacs internationaux. Aujourd'hui, actuellement, il y a des bacs internationaux en filière anglaise, française. D'ailleurs, il y a eu des taux de réussite très intéressants. Ça, on en parlera. Ouais. Donc, il y a ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut apprendre une langue, c'est pas dans des matières scientifiques. Parce que le vocabulaire qu'on va utiliser dans les maths ou dans la physique, il est très, très réduit. Aujourd'hui, le multilinguisme, c'est quelque chose qui est autant évident que plus un problème, parce qu'aujourd'hui, on a vu que Google a sorti déjà des automates capables de faire de la traduction instantanée, même avec votre voix, en utilisant la voix de synthèse et vous traduire ça. Donc ça aussi, c'est un faux débat. Et la culture et l'identité n'est pas liée à la langue. Et on le voit aujourd'hui avec toute la communauté marocaine. Ça, c'est la position de Mahan. Exactement. Mais ce n'est pas la position des partis politiques qui sont aux responsabilités. Moi, je parle par rapport à ce projet-là. Lier l'identité à la langue, aujourd'hui, il y a plein de Marocains, 4e génération,
et qui sont toujours attachés à leur pays parce que la culture, et donc c'est aussi la famille. C'est aussi la famille, et si on a cité le foot avant de rentrer, quand on voit un Amrabat qui ne connaît pas l'arabe, qui a vécu en Hollande et qui, en le voyant jouer pour le drapeau marocain et en le voyant parler, pratiquer dans sa vie de tous les jours, on a l'impression qu'il a vécu toute sa vie au Rif ou à Tanger ou à Nador. Donc ça, c'est le débat. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu? Et c'est pour ça que je dis ces lois passéistes. Et la réduire à des petits enjeux politiques entre certains partis parce qu'ils caressent dans le sens du poil leur électorat et que voilà, ils ont compris que si jamais, et surtout que toute cette guerre est née après une sortie nocturne de Ben Kiran. Que tout allait bien se passer et qu'on a compris qu'un parti face à des tensions internes et l'autre aussi parce qu'il est sur le même territoire de vote que le PJD que je parle de Stiklal. Voilà. L'analyse politique, le fait que le PJD par exemple soit réfractaire avec ses arguments, recevable ou non, ça c'est un autre débat, je suis pas là pour en juger, mais est-ce que vous comprenez vous qu'aussi que ça fasse l'objet d'un débat politique et d'un débat, voilà. Et qu'on parle des enjeux de l'éducation, voilà, que ce parti-là, en l'occurrence, dise voilà, mais attention, la langue arabe est importante, c'est le ciment de la nation. Oui, donc, est-ce que par rapport à cet argument, de se dire voilà, prenons le temps de réfléchir. J'ai reçu il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours, Riz Abbas, c'est un peu son discours. Il n'est pas contre l'introduction de langues internationales, que ce soit du français ou de l'anglais. Il dit attention, le ciment, c'est la langue arabe. Oui, mais la langue principale, elle est la langue arabe. On ne va pas changer cet état de fait. Aujourd'hui, l'administration, les tribunaux fonctionnent de la langue arabe. Mais ma question, est-ce qu'aujourd'hui, on maîtrise la langue arabe déjà ? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est dans la façon d'enseigner. Et aujourd'hui, moi, je pense que nos jeunes, aujourd'hui, avec leur capacité, avec leur ouverture, sont capables d'apprendre plusieurs langues à la fois. En tout cas, ce projet de loi devrait passer. C'est Adam Zazi, d'ailleurs, nous l'a dit la semaine dernière. Voilà, donc ça devrait passer a priori aujourd'hui ou en tout cas dans les prochains jours. Est-ce que là vous allez dire ouf, enfin ? Non, moi je dirais pas ouf parce que moi j'aurais bien aimé qu'on aurait profité de cette situation qui s'est passée pour repenser le projet en sa totalité. Vous savez, ça rejoint la même gestion. S'agissant des étudiants médecins, au lieu de revoir le projet, on s'entête à imposer ses points de vue. La même chose quand il s'agit du statut des professeurs contractuels. À chaque fois, on se trompe de solution et au lieu de revoir la proposition de valeur, on commence à chercher chacun de son côté à imposer son point de vue. Aujourd'hui, est-ce que cette école tient compte de la classe du futur ? Vous savez, c'est quoi une classe de futur ? Une classe de futur, on a un professeur qui est plus un facilitateur avec des ressources connectées où il faut maîtriser l'anglais. Analyste, voilà, et il faut maîtriser l'anglais parce qu'aujourd'hui, ça sert à rien de réinventer la roue. Beaucoup de contenus sont créés en anglais. Au lieu d'étudier un cours de maths théorique sur un tableau, au lieu d'apprendre les moments avec la fonction, on va voir c'est une boîte à vitesse et on va projeter le jeune dès son jeune âge à ce qu'on étudie a un sens. C'est de sortir des applications industrielles et technologiques et c'est ce qui fera qu'on aura des ingénieurs qui vont créer des choses et pas des ingénieurs qui tiennent des bureaux et des fonctionnaires. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui... Donc l'enjeu est économique en fait. La réforme de l'école et l'enjeu de l'école... civilisationnel plus qu'économique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays aujourd'hui. Moi, projetez-vous dans les 25 prochaines années. Qu'est-ce qu'on produit en tant qu'État ? Et ça touche à la sécurité du pays. Nos avions, on les achète de chez qui ? Nos chars, nos radars, tout ce qu'on utilise comme équipement, on est en l'air des objets connectés. Et aujourd'hui, on n'a aucune maîtrise. Demain, on peut désactiver plein de choses sur un bouton. Est-ce qu'aujourd'hui, cet enjeu-là est pris en compte dans cette loi 4 pour pouvoir créer l'émergence d'une nouvelle génération capable de... Est-ce que déjà on s'est posé la question d'investisseurs, d'entrepreneurs. Alors, je vous donne un exemple très simple. Oui. 2 exemples simples pour illustrer qu'on est à côté de la plaque. Un jeune Marocain qui s'appelle Edir, qui a 11 ans, par ses propres moyens, il a pris l'anglais. D'abord, c'est la clé. La clé de vote aujourd'hui, c'est l'anglais. C'est même pas le français, c'est même pas l'arabe. Oui. Il a pris l'anglais. Et grâce à Internet, il a pris le codage. Il a pris plein d'applications. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, vous produire des applications qui peuvent se vendre à $10 millions. D'accord ? Et prenez un autre cas. Donc on dit merci aux GAFA. Bien sûr. Prenez un autre cas. Bien sûr, il faut encadrer. Prenez un autre cas aujourd'hui. C'est le vice-président de Facebook qui vient de créer la fameuse monnaie Facebook. Est-ce qu'il a fait des études d'ingénieur ? Il n'a pas fait d'études. Il a quitté l'école très tôt. Il a travaillé dans la banque. Mais ce qui l'a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il a pris le code très jeune. L'enjeu aujourd'hui, et j'aurais bien aimé que cette loi 4 instaure le codage dès le primaire. On est à côté de plein de choses. C'est ce que Saïd Hamzazi, ministère de l'Éducation nationale, a annoncé aussi pour la rentrée prochaine avec du coding dans les écoles et dès les écoles primaires d'ailleurs. Mais simplement, donc là-dessus, de toute façon, ça devrait être voté. Mais je voulais vous faire réagir aussi sur le taux de réussite au baccalauréat en 2019.
On est à 78% de taux de réussite. Avec une année pourquoi qui ça vous fait sourire non, parce que c'était une année qui a connu 2 mois de grève des professeurs contractuels, très mouvementée, que les élèves n'étaient pas sur le banc de l'école pendant une bonne période et qu'on arrive avec des taux exceptionnels. Après la session de rattrapage, on est à 78% de réussite. Ça montre toute la gestion marocaine, c'est une gestion quantitative. On est dans la gestion chiffrée, indépendamment de toute recherche de qualité. Est-ce que vous êtes en train de dire que ceux qui ont obtenu leur baccalauréat cette année l'ont pas mérité? C'est ça que vous êtes en train de dire? Une bonne partie, oui. Une bonne partie ne l'ont pas mis. Qu'est-ce que vous avez comme légitimité pour dire ça? Et est-ce que vous n'allez pas décevoir aussi ceux qui vont vous écouter? Alors, je vous donne un chiffre. Qu'ils vont dire, le cofondateur de Mahan Saladin Abira est en train de dire que je ne méritais pas mon baccalauréat. Qui est ce monsieur? Pourquoi il dit ça? Alors, premièrement, je suis dans l'enseignement supérieur indépendant, je suis à Mahan et je vois le niveau de toutes les promotions de bac qui arrivent de plus en plus. Quand on voit quelqu'un qui a une note très faible au niveau de l'examen national et grâce au contrôle continu, quand on pose la question sur les grilles de correction de plus en plus, moi je veux bien. Moi, on a tous passé notre bac, mais quand on a une corotte assez importante qui est des 18, alors que j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut avoir 20 dans une épreuve de philo, dans une épreuve de français, dans une épreuve d'anglais, c'est un peu difficile. Alors je vous donne un autre chiffre qui montre ce que je dis est vrai. Aujourd'hui, on est presque à un taux de scolarisation proche du 100%. Oui. Et on est combien d'analphabètes au Maroc? Un tiers, à peu près. Et dans ces jeunes que tu as cités tout à l'heure, on parle de gens qui ont au moins eu le brevet du collège et qui ne savent pas écrire et lire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a laissé glisser la tranche inférieure qui ne devait pas réussir, et parce qu'on est dans la gestion, parce qu'on veut dire qu'on a réussi notre année politiquement. En tout cas, c'est 253 000 jeunes qui ont obtenu leur bac en 2019. C'est plus une croissance d'ailleurs, parce qu'on a du mal à avoir une bonne croissance économique au-delà de 5%, et là il y a une croissance de 6% par rapport à l'an dernier. Donc vous dites bof. Ouais, bof. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y en a plein qui ont le mérite, qui méritent leur bac, une bonne partie, qui ont profité d'un contexte politique, et parce qu'on est dans une gestion quantitative et qu'on veut afficher des taux de scolarisation sans parler d'alphabétisation, on veut afficher des taux de réussite au bac sans parler de qualité de ces bacheliers. Voilà. Ben, ça veut dire que le bac, le bac, en fait, il y a un déclassement du baccalauréat, mais c'est un phénomène aussi qui existe et qui est dénoncé dans beaucoup de pays dans le monde. Ouais. En disant que la valeur du bac aujourd'hui, certains même pensent aussi à la refonte du baccalauréat. En tout cas, vous vous dites que c'est quoi certains ne méritent pas d'avoir le baccalauréat cette année. Je l'assume. Voilà. Ouais. Pas la majorité, mais bien sûr, une minorité, en tout cas, qui ont. Mais bien sûr. Il y a aussi un fait qu'il faut révéler, que les parents s'intéressent de plus en plus à l'éducation de leurs enfants, qu'il y a beaucoup d'investissements personnels des familles, hein. Oui. Même dans ce taux-là, c'est les familles. C'est les familles qui s'investissent pour permettre à leurs enfants de réussir. Mais il y a la statistique, qu'on peut pas mentir partout dans le monde. Ces taux de réussite sont un peu insolents. Insolent, carrément, vous les qualifiez d'insolent. Surtout dans le contexte politique d'aujourd'hui. Une année qui a connu 2-3 mois de grève de professeurs contractuels qui ont déserté les écoles et arrivé à ces taux-là, moi je trouve que voilà. Vous savez ce qui se passe malheureusement. C'est même quand on veut manipuler les statistiques, il faut être intelligent pour garder leur crédibilité. Voilà. D'accord, donc en tout cas vous êtes très critique par rapport à ce taux de 70% de réussite. Vous l'êtes pas au baccalauréat. Ça vaut pas énormément. Non, moi j'ai vu ces chiffres-là, donc je reçois Saladin Abira. Mais sérieusement, cofondateur du mouvement Mahan. Donc je lui pose la question parce que mon opinion c'est de trouver des solutions très rapides. Voilà, parce que pour essayer de faire en sorte qu'on retrouve un petit peu de performance, de dynamique et de compétitivité pour lancer d'ailleurs la machine économique, puisqu'on était sur l'école du savoir, c'est l'économie du savoir aussi, c'est tous ces enjeux-là, c'est les enjeux d'avenir, parce qu'effectivement, de se dire plus de français ou plus d'anglais ou moins de chinois dans le système éducatif, c'est une chose, mais la capacité d'avoir un système public éducatif performant en est une autre. Donc moi, c'est juste à ce niveau-là. Parce que l'autre question aussi, l'autre enjeu, c'est de relancer la machine économique. Alors je sais que vous, le mouvement Mahan, libre et responsable, avait fait une série de propositions, je crois une 40aine de propositions lors des assises nationales de la fiscalité qui sont déroulées au mois de mai dernier, parce qu'aussi on cherche aussi des forces vives de la nation, patriotes, pour faire avancer la réflexion et l'action, surtout pour lancer la machine économique, par le levier fiscal aussi, parce que ça peut être un des leviers. Donc vous là-dessus, on en est où aujourd'hui? Mahan, est-ce que il faut taxer les riches pour redonner aux pauvres? Est-ce que vous êtes sur cette philosophie? Parce que quand j'ai lu en diagonale les propositions de Mahan sur les assises de la fiscalité, c'est ce qui est ressorti. Alors peut-être que je n'avais pas les bonnes lentilles de contact. Non, en fait, au niveau des propositions qu'on avait formulées, c'était principalement pour rééquilibrer un peu la pression fiscale, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est inadmissible qu'une frange de la population assume elle seule une bonne partie en fait des recettes fiscales, et on sait que c'est l'entreprise qui doit contribuer le plus. Mais maintenant, si on veut parler de croissance et de relance économique, indépendamment de l'entreprise plus que le particulier.
Le particulier plus que l'entreprise. Mais voilà, mais non, je veux dire, parce que le premier contributeur, c'est la TVA. Donc voilà, TVA et l'IR et tout ça. Donc voilà. il faudrait rééquilibrer cela et rapidement, parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il faut plus taxer le capital Parce que ça, c'est les sujets de fond, ça aussi. C'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément, on ne sait jamais trop. Il faut plus fiscalité le travail, la productivité. Moi, je pense à ce stade, est-ce qu'on a une position à ce stade, moi, si on arrive à une taxation égalitaire, quelle que soit la source du revenu, que ce soit le capital, que ce soit le travail, déjà c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, le travail est très très taxé. Très très taxé par rapport au capital. Moi, j'aimerais bien. On a besoin de capital aussi pour l'investissement, y compris dans le secteur privé aujourd'hui qui est interpellé pour investir. Oui, mais c'est pour ça que même par rapport à ça, moi j'aimerais bien qu'on donne des mesures avantageuses, mais que ce soit au cas par cas, pas des approches sectorielles. Parce que les approches sectorielles ont montré leur inefficacité. Voilà, exactement. Et a posteriori, pas a priori. Ça veut dire que des entreprises, on leur donne tous les avantages, mais qu'ils nous montrent à la fin l'année fiscale, les efforts d'investissement qu'ils ont fait, la valeur qu'ils ont créée. À ce moment-là, on leur donne tous les crédits d'impôt qu'ils le souhaitent. Mais rester dans des approches sectorielles, ça ferait... Impôt recherche, vous faites référence exactement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ces approches sectorielles ont montré leur inefficacité. Ça fait des années qu'on encourage l'agriculture, on n'a pas des opérateurs de taille, le tourisme, on n'a pas des opérateurs de taille. Vous êtes montré très dur sur certains, j'ai dit parce que les 10 minorités de bacheliers qui auraient en tout cas, selon vous, bénéficié d'un cadre, d'un contexte spécifique pour obtenir leur baccalauréat. En 2019, est-ce que vous considérez aussi que l'investissement privé, les entrepreneurs chez nous, ne font pas l'effort d'investir dans leur pays? Est-ce que c'est quelque chose que vous dénoncez? Parce que je ne l'ai pas vu dans votre canevas. Vous parlez de recherche et développement. Alors, quand vous consultez notre feuille politique, il y a deux volets importants. J'ai parlé de, si on peut appeler ça, l'empowerment politique et aussi économique. Et moi, je pense aujourd'hui que la relance économique dépend de la responsabilité de la classe des gens qui ont le grand capital au Maroc, qui ont une responsabilité à assumer. Et aujourd'hui, le modèle économique fait en sorte que cette classe-là a pu créer une grande partie de sa richesse grâce à des phénomènes comme la marocanisation, comme la privatisation, et comme la bulle immobilière, et comme aujourd'hui, pas mal de situations de quasi-monopole, pas mal de secteurs. Je parle du secteur bancaire, je parle des hydrocarbures, je parle de pas mal de choses. Ces gens-là qui se sont habitués à gagner des marges confortables ne vont jamais aller à la bagarre avec les Chinois, avec les Turcs, et investir dans la technologie qui nécessite des cycles plus lents. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait rééquilibrer cela. Comment rééquilibrer cela? En faisant émerger une nouvelle classe d'entrepreneurs qui, eux, sont nés dans l'adversité, qui sont nés dans la compétition. Et on a besoin de capitaines d'industrie. Tous les pays dans le monde, là, ce dont vous citez, je ne voulais pas qu'on se trompe aussi, il y a des situations, effectivement, où les pays ont été en capacité de créer des conditions pour faire émerger des capitaines d'industrie. Génération d'entrepreneurs, c'est bien. Voilà. Mais il faut avoir des capitaines d'industrie. Quand vous parlez de recherche et développement, crédit impôt, et vous dites, moi je ne suis pas pour une approche sectorielle par filière, mais une approche entreprise, aujourd'hui, l'investissement brut dans la recherche et le développement... 1% même pas. Non, c'est l'État. C'est 0,8%. Et c'est 72% de l'État et l'investissement privé. On doit être minimum à 2,5%. Par contre, je trouve que vous êtes beaucoup moins virulent avec le secteur privé, qui n'investit pas dans la recherche et le développement. C'est-à-dire ne pas investir dans la recherche et le développement, c'est ne pas investir dans l'innovation. Avec tout ce que j'ai dit, mais justement, moi je t'expliquais... PME, TPE... Mais Rachid, comment vous pouvez demander à quelqu'un qui s'est habitué à gagner confortablement sa vie, à gagner beaucoup d'argent, et qui même face au premier, on le voit dans le bilan des accords de libre-échange, face au premier concurrent de taille, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son usine, il devient un importateur, ou il va demander une mesure de sauvegarde. Donc, quand vous avez ce type d'entrepreneurs qui n'ont jamais été challengés et qui vont pas le faire, parce qu'ils se sont habitués pendant des années. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des capitaux. On commence à arriver dans. Mais on n'est pas dans une économie de marché. On commence à avoir une économie de marché qui est en train de s'ouvrir. Vous avez suivi comme moi les assises nationales de la fiscalité. Aujourd'hui, toutes les incitations fiscales vont être revues. Ça va être les appuis budgétaires aussi. C'est un engagement que le pays a pris. Et quand je dis le pays, c'est-à-dire par le gouvernement. Il y a la lettre de cadrage du projet de loi de finances qui va sortir, donc ça devrait se vérifier si on est sur des appuis budgétaires. Parce qu'aujourd'hui, l'économie de marché, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui y échappe. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais j'aimerais bien. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un pays libéral? Non, mais moi, je ne sais pas, il faut trouver le modèle. Est-ce que Man, par exemple, votre mouvement est pour une économie de marché et un système ultralibéral? Mais bien sûr, on est pour une économie de marché. C'est-à-dire le meilleur, le plus compétitif. En fait, ce qui intéresse Man, on n'a pas abordé ce point, c'est qu'on est quelque part transidéologique. C'est-à-dire qu'on est très libéraux quand il s'agit d'investissement et très peut-être socialiste quand il s'agit d'écoles, de certains services publics. Moi, je veux bien encourager la compétition. Vous savez, il n'y a pas de salut à part la compétition. Mais la vraie compétition.
La vraie compétition voudrait qu'on l'encourage de manière très légale et qu'on ait un conseil de concurrence qui Mais il n'y a était pas bien de conseil son job. légal. Regardez, là aujourd'hui, rien que sur le continent, il y a une nouvelle zone de libre-échange qui est ouverte. Donc après, ça passe pas par la loi, le business. Oui, mais Les échanges commerciaux, ça passe pas par là. Mais vous savez, quand Est-ce que par exemple, il n'y a pas une réflexion menée par Mahan pour dire, voilà, peut-être on a un taux de change trop élevé. Il faut revoir aussi vous voyez ce que je veux dire? Notre monnaie, il y a peut-être une deuxième Mais vous savez, le vrai problème, dévaluation, vous savez, le vrai flexibilité problème- du dirham qui va. Rachid, vous savez, le vrai Oui. problème, c'est qu'on n'a pas d'offre exportable. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on n'a pas d'offre exportable. Vous savez, prenons le cas des accords qu'on a signés, on a toutes les incitations du monde. Prenez le cas de la crise conjoncturelle entre la Turquie et la Russie, où la Russie voulait prendre de chez nous et qu'on n'avait pas quelque chose à exporter. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est d'avoir une offre exportable. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on exporte au Maroc? Qu'est-ce qu'on exporte? On parle des produits agricoles et aujourd'hui on perd dans la balance parce qu'aujourd'hui ça ne sert même plus à compenser nos importations de céréales. Et là, c'est beaucoup d'interrogations sur le plan Maroc vert. Quand il s'agit d'agroalimentaire, Sur la transformation, il est absent. Voilà, Oui, voilà. Quand vous voyez le phosphate, à part ce que fait aujourd'hui. Mais ça, on sait très bien qu'on va Quand devoir. on prend l'industrie automobile, qu'est-ce qu'on exporte? Et c'est ça. Et pour exporter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer de la valeur, il faut de la recherche et développement, il faut des gens qui investissent dans des secteurs d'avenir et qui sont prêts à attendre. Il faut aussi décloisonner les secteurs financiers avec plus d'inclusion. Aujourd'hui, à part le financement bancaire, comment on peut financer l'entreprise? Il faut créer des financements alternatifs. Voilà. Sachant que, est-ce que vous considérez, vous, d'ailleurs c'est intéressant de vous écouter là-dessus, parce qu'on devrait connaître les contours, en tout cas les grandes lignes du projet de loi de finances 2020. On a une situation aujourd'hui où la dette publique s'est tombée, ça a été confirmé par le Haut Commissariat au plan d'ailleurs, 82% d'endettement, donc il y a un warning, profit warning qui est là. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que pour encourager l'investissement dans la recherche, dans le développement, dans l'innovation, et relancer, et en tout cas redynamiser l'investissement du secteur privé, il faut que l'État aussi se fasse des concessions en termes de dépenses fiscales vis-à-vis de celles et ceux qui souhaiteraient investir, ou alors, j'ai bien dit ou alors, prendre en charge cet investissement par l'endettement. Vous savez, C'est les deux options possibles. Hein. l'endettement en soi n'est pas le problème. Il y a des pays avec des taux largement supérieurs qui s'en sortent bien. Oui, mais qui ont un gros patrimoine et qui sont Voilà. très riches. Le problème, c'est la productivité de l'investissement fait par cet endettement. Et c'est ça où l'État doit réduire un peu le train de vie de l'État, surtout les dépenses. Une bonne partie, c'est des dépenses de fonctionnement, et faire en sorte que ces dépenses... C'est pas comme ça qu'on relancera la croissance économique. Ça peut faire. C'est des Ouais, économies, ouais. c'est bien. Moi, je parlais par rapport à cette problématique Ouais. d'endettement. Maintenant, pour relancer la croissance, et ça, c'est mon opinion très simple et très partagée par beaucoup de membres, on ne décrète pas la croissance. Il faut créer un écosystème qui permet de faire émerger des entreprises capables justement de produire, de couvrir le marché national, de faire face à la compétition internationale et de pouvoir aller à l'export. Et malheureusement, ça, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Il y a d'abord les encouragements et incitations de l'État, mais il faudrait revoir aussi le mécanisme financier aujourd'hui. Moi, je dis un truc très simple. Vous imaginez que la Page de Google venait consulter une banque marocaine pour financer la création de Google. Est-ce qu'il aurait eu le financement nécessaire? On l'aurait viré. Est-ce qu'aujourd'hui, la PME bénéficie d'un soutien? C'est une situation aujourd'hui, une photographie qui est là, qui est concrète. Aujourd'hui, on a un endettement, dette publique de 82%. Vous avez dit qu'il faut encourager le secteur privé à investir dans l'innovation, dans la recherche et le développement. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement, doit encourager fiscalement et soutenir fiscalement l'investissement dans l'innovation et la recherche et le développement? Mais bien sûr, c'est-à-dire au cas par cas, oui, bien sûr, mais bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le salut, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il va mettre à disposition, je veux dire, ça va être une rentrée d'argent qui va être moins importante pour le budget de l'État. C'est-à-dire que c'est de l'argent que l'État, que le gouvernement va donner au secteur privé pour qu'il investisse dans l'innovation. Que la privatisation de Maroc Télécom servirait à ça. Ben là, en tout cas, il y a une manne financière aussi pour le budget de l'État. Ça. Voilà, on a des arbitrages qui doivent être faits dans ce sens. Mais bien sûr. Moi, je pense que c'est ça l'avenir. Bon, quitte à creuser le déficit. Voilà, quitte à le creuser, mais voilà. Mais investir dans l'économie du savoir, c'est ce que. Exactement. Et d'avenir. Portons d'avenir. Pour vous, c'est votre position. Mais exactement. Mais à côté de cela, moi j'aimerais bien, parce que pourquoi je suis rentré dans une analyse un peu micro, parce que moi j'ai envie de créer les conditions intrinsèques de la croissance sans attendre que l'État fasse justement cet effort-là. Moi j'ai envie qu'on crée une sorte de conscience au niveau du grand capital, que l'avenir et l'enjeu futur du Maroc, c'est d'aller dans ces secteurs-là, parce que eux, ils ont les moyens, ils ont les ressources financières de pouvoir s'orienter, de donner l'exemple à travers de grands holdings qui peuvent créer des fonds d'investissement de capital risque. Après, venir au niveau des financements, on ne peut pas contrôler le secteur bancaire tel qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de solutions parallèles. Je parle des secteurs alternatifs qui peuvent aussi être un canal de circulation d'argent, les télécoms, le blockchain, etc. En tout cas, il faudra trouver des solutions, il faudra des hommes d'action. Alors, peut-être est-ce qu'ils émergeront grâce au mouvement Mahan, mais en tout cas, il faudra bien qu'on s'en sorte.
et Mais qu'on ait bien sûr, mais faire c'est émerger la capital, matière grise c'est qui soit capital. en capacité de positionner le Maroc sur la carte mondiale et de la mondialisation, c'est ça? Bien sûr. Juste pour finir, parce que je sais que vous êtes un amateur aussi de football, Ouais, donc c'est la finale de la CAN, exactement. vendredi, Vendredi. Sénégal, Algérie, L'Algérie et le Maroc par procuration. le Maroc par procuration, plutôt pro-Sénégal ou pro-Algérie? Sérieusement, les Algériens ont montré beaucoup plus de cœur que les Sénégalais. Donc les Sénégalais, c'est des individualités, c'est un Sadio Mané, d'autres joueurs, les Koulibaly qui ne va pas être là en finale. Mais je pense que les Algériens, ils ont montré que des fois, le cœur est plus important que le talent, Même pour une finale? même pour une finale. Parce qu'on l'a vu comment les Algériens se sont battus pour avoir ce coup franc, pour que Mahrez puisse le tirer. Contre Et le comme- Nigeria. Voilà, contre le Nigeria. Comme Mahrez, c'est comme si on avait l'impression qu'il a mis toute sa carrière, toute sa vie sur ce coup franc-là. En tout cas, beaucoup ont dit, on comprend mieux après ce coup franc, son transfert à Manchester City l'an dernier, Ouais, c'est un qui grand a joueur, coûté à peu mais près c'est un 80 grand millions de- joueur. 80 millions d'euros. Avant donc, cela, à lui tout seul, les Vardy, ils ont porté Leicester à gagner le championnat. Donc, après, ce que je retiens aussi, c'est toute cette symbiose entre le Maroc et l'Algérie. Et je pense aussi, Entre les deux peuples, en tout cas. voilà, je pense aussi que même pour la relance politique et économique, il faudrait peut-être penser à faire réunir le plus vite possible ces deux pays. Ça peut être intéressant aussi, parce que quand on parlait d'économie, ça peut être aussi un véritable Voilà. enjeu économique. Exactement. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Saladin Abira. Je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement Man Ensemble. Et le mot d'ordre, c'est Kulchi. Mumkin. Voilà, merci en tout cas Merci à toi, vous Rachid. et je vous souhaite une belle journée. Merci.